Bonjour à tous, je vous remercie vraiment de m'accueillir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui a été dit avant, mais je suis très contente d'être là. Donc on va aborder cet après-midi comment j'annonce une mauvaise nouvelle et aussi dans la continuité comment j'annonce un décès. On va aborder les deux points qui sont l'un dans la continuité de l'autre. Alors, en fait, il est vraiment inscrit que le fait de vivre, de ressentir, de traverser un événement a un impact sur la vie émotionnelle, physique, et qu'il y a toujours un avant et un après. Et c'est comme si finalement quelque chose d'une glace se brisait et qu'on ne pouvait pas changer la glace parce que tout volait en 1000 morceaux et qu'on ne pouvait pas recoller les morceaux pour refaire une vitre entière. Il y a une autre notion importante dans un événement qu'on va vivre et qui est potentiellement traumatisant, c'est cet effet temporel. Le temps, à un moment donné, peut défiler pour les uns et s'arrêter pour l'autre. Je pense que vous avez abordé cette notion peut-être ce matin, il me semble, un petit peu. Et donc du coup, c'est important d'avoir ça en tête, que, lorsque vous allez à la rencontre des personnes, le temps pour elles va peut-être s'arrêter, se figer, alors que votre temps à vous est très rapide. Donc du coup, ça fait une discordance de temps. Ce qui reste, de toute façon, et ça c'est important à avoir en tête, c'est qu'annoncer une mauvaise nouvelle, c'est comme vivre un événement potentiellement traumatisant. Ça a été vérifié, ça rentre dans le DSM, et du coup ça a un impact émotionnel, ça a un risque de psychotrauma avec toutes les conséquences qui vont avec, c'est-à-dire la notion d'effroi, la notion de dissociation, et surtout, en fait, ça a un impact sur le deuil. Et ça a un impact sur le deuil qui va peut être compliqué à vivre lorsqu'il y a décès et qui va être peut-être aussi pathologique. Et on sait qu'un deuil compliqué touche non pas une personne, mais une famille, et ça sur plusieurs générations. Donc on voit que dans ce contexte dans lequel nous allons croiser les patients, leurs familles, il y a un véritable impact. Notre place n'est pas négligeable. Et c'est important que les mots peuvent blesser tout autant qu'un acte physique. Donc il est important d'annoncer correctement aux patients et aux proches. Et c'est ce qu'on va aborder cet après-midi. Alors, la rencontre avec les proches, c'est comme une partition. Rien n'est écrit, tout va se jouer. Vous avez votre patient, vous avez votre contexte médical, et pourtant, vous ne savez pas dans quoi vous allez aller. Donc, il faut tout écrire, comme une partition de musique. Alors, comment on fait pour écrire? Eh bien, en premier lieu, on essaye de faire un briefing sur qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on doit annoncer, comment je vais l'annoncer, c'est quoi la notion la plus importante qu'ils doivent retenir. Pas forcément que je dois dire, mais qu'ils doivent retenir. Donc tout ça, il faut l'anticiper. Donc quoi annoncer, comment, qui parle, à qui, et surtout, ne jamais y aller seul, toujours y aller avec un ami. Un ami, ça peut être qui? Ça peut être une IDE, ça peut être un interne, ça peut être un collègue senior, ça peut être qui vous voulez, mais qui soit là en soutien. N'y allez jamais seul. Surtout pour vivre des émotions qu'on va vous renvoyer, il faut être au moins deux, partager. La famille, il faut qu'on l'installe. La famille, elle sait que ça peut être compliqué. Elle sait que ça peut être difficile. Donc la famille, plus vous allez la faire attendre, plus le stress va monter. Donc à nous finalement de faire en sorte que le stress déjà présent soit le moins important possible. Donc de ne pas trop faire attendre les familles et surtout de les installer correctement. Pas dans un entre-deux, pas dans un couloir, pas debout. Une famille, ça se reçoit dans une salle, assise. Même si c'est un placard à balai, ça compte pas, quoi. Je veux dire, ce qui compte, c'est qu'on l'installe. On va dire, vous allez faire le reste.
Alors on y va. Donc un peu comme un déroulement, hein, comme vos protocoles finalement, médicaux. Et ben on se présente. Et on se présente avec nom, prénom ou juste prénom, fonction. Mais ce qui est sûr, c'est que souvent vous avez tendance à vous présenter juste avec la fonction. Bonjour, je suis interne en anesthésie. Bonjour, je suis l'infirmier de monsieur Machin. Donc ce qui est important, c'est de se nommer nominativement, pas en fonction de ce que l'on fait, mais de ce que l'on est, de qui on est. Autre chose qui est important, c'est le comportement non verbal. À partir du moment où vous entrez dans une pièce, tout compte. La manière dont vous allez rentrer, les messages que vous allez envoyer, la manière d'être, de faire, les regards, la manière dont vous allez vous comporter, vous asseoir, sont autant de signaux envoyés à l'autre avant même que vous ouvriez la bouche. Donc vous avez déjà parlé par votre corps, par votre comportement, avant même d'avoir dit quoi que ce soit. Et donc c'est important à entendre parce que la manière dont vous allez vous asseoir et être va dire beaucoup plus de vous sur votre disponibilité, sur votre manière de faire que les mots finalement. C'est plus de 85% du langage corporel, donc c'est important. Qui est qui dans la famille? Parce que vous allez avoir des gens parfois, une famille de deux, hein, et puis parfois beaucoup plus nombreuses. Donc il est important de savoir à qui on s'adresse. Puis la famille, ça peut être aussi l'environnement familial, et parfois le voisin qui est là, présent depuis plus de 30 ans, a plus peut-être une notion de famille que la famille qui n'a pas vu son proche depuis tout autant de temps. Donc c'est important de savoir aussi qui est famille, qui est proche. Et puis là, quand on va aborder, effectivement, quoi dire, quoi faire, et pour savoir dans quoi mettre les pieds, il faut souvent demander à l'autre, alors, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous savez? Partez toujours de l'autre. Ça, je dirais que c'est une règle de communication qui peut être valable tout le temps. Si vous avez à discuter, faites parler l'autre avant, finalement. Donc, que savez-vous de la situation? Qu'est-ce qu'on vous en dit? Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez retenu? Partez de ce que c'est l'autre, avant de dire ce que vous savez, vous. Parfois, ça prend beaucoup de temps de partir de l'autre, mais parfois, ça désamorce aussi les conflits. Les relations qui s'est passées avant avec des transferts, ça désamorce beaucoup de considérer l'autre dans ce mouvement. Reprendre l'anamnèse du patient. Voilà, depuis que ce patient est là, dans le service, voilà comment ça se passe, voilà ce qu'on a fait, voilà. Dérouler l'histoire du patient, l'histoire somatique, l'histoire de la prise en charge, et puis objectivement, puisque vous êtes des médecins, dites ce qu'il a. Annoncer les mauvaises nouvelles. Donc vous voyez, finalement, on ne rentre pas dans la pièce en disant voilà, votre proche, il y a tout on va dire une partition avant pour faire monter finalement ou descendre la tension. Et ensuite, quand il faut le dire, il faut le dire. Et il n'y a pas de synonyme à la mort, il faut dire les vrais mots. Quand il y a décès, c'est dire les mots mourir, dire les mots décédés. Et c'est important ces mots-là parce que tant qu'ils n'ont pas été dits, formulés, c'est comme si la personne n'aura pas entendu les choses. Donc il est important d'acter et de dire mourir, décéder est un diagnostic médical. Donc finalement la finalité du briefing, c'est d'annoncer aussi ce décès. Comme toute partition et comme tout entretien, il faut du rythme. Plus on est stressé, plus on a tendance à parler vite, sans silence, sans pause. Plus on est stressé, plus on a tendance à parler dans les aigus ou monocordes. Donc il est important aussi de rythmer l'entretien, de regarder l'autre. Quand vous regardez l'autre, vous le faites exister. Moi là j'ai du mal à regarder la caméra, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à votre rencontre. Et je peux pas. Donc voilà mon cadre. Le ton. Le ton est important. La voix, le regard. Tout ça
fait partie du rythme de l'entretien, du rythme que vous allez jouer. Alors parfois ça peut être très rapide, mais tout en étant rapide, les choses peuvent être actées, posées, dites. Si vous ne regardez pas l'autre, vous ne le faites pas exister. N'oubliez pas ça, parce que quand on annonce une mauvaise nouvelle, on a peur de regarder l'autre, parce qu'on a peur d'y lire la tristesse, on a peur d'y lire le désarroi, on a peur d'y lire la souffrance. Or, regarder l'autre, c'est aussi lui rendre vie, le faire exister, le rendre présent. Donc regardez. Moi, si je vous fais la même chose en regardant mes pieds, je ne vous lâche pas. Enfin, vous me lâchez, surtout. Reformuler. Ce qui est important, à un moment donné, dans ce que vous allez dire, c'est voilà, je vous ai annoncé ça et ça et ça. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez entendu? Parce qu'on se rend bien compte, la plupart du temps, que les personnes disent « Oui, non, mais c'est bon, j'ai compris ». Et en fait, ça fait tellement mal que les personnes n'entendent pas, ne comprennent pas. Et c'est en reformulant les choses et en questionnant que vous vous rendez compte de ce que l'autre a entendu. Donc, reformuler, demandez à l'autre « Qu'est-ce que vous avez compris de tout ce que je viens de vous dire ?» Parce que c'est pas facile. Position basse aussi, que vous pouvez utiliser, c'est « Ça fait tellement mal ce que je viens de vous dire que... Qu'est-ce que vous avez compris ?» Reformuler. Les mots techniques, ça c'est assez impressionnant parce que quand on écoute de l'extérieur, c'est aussi une dose de stress du soignant. Généralement, plus vous êtes stressé, plus vous parlez avec des mots médicaux. Parfois, vous vous en rendez même pas compte. Et parfois, c'est aussi un mode de défense du soignant. Vous dites les choses, vous dites le diagnostic, vous dites l'état somatique, sauf que vous le dites avec vos mots à vous. Donc, il est important de se mettre au même niveau que la famille, au même niveau que le patient, si vous vous adressez à un patient. Il faut édulcorer tout ce qui peut être source de problèmes et de discordances, tout message qui peut être mal entendu. Et ça va de lésion du cerveau, de lésion des organes, c'est des mots très compliqués, lésion. Des œdèmes, les œdèmes, nous on connaît les bleus, mais les œdèmes, je veux dire, souffrance cérébrale, c'est un terme très 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 compliqué. Et puis après vous vous dites, vous essayez de dire, il ne souffre pas, il est endormi, il est sédaté. Sédaté, c'est un mot très compliqué, sédaté. Tout le monde ne regarde pas Urgence, tout le monde ne regarde pas Grey's Anatomy. Donc il faut faire attention à ce vocabulaire. Donc il faut vraiment s'adapter au langage de la famille. Des mots simples, directs, phrases courtes. Sujet, verbe, complément. Il est mort. Enfin, c'est la conclusion. Important au niveau communicationnel, très important, c'est plus il y a des émotions, plus la personne est noyée sous ces émotions, moins elle vous écoutera. Donc à partir du moment où vous voyez un patient, mais une famille qui crie, qui parle, qui hurle, qui se lève, qui part, arrêtez tout. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et puis, plus vous allez donner des ordres directs en disant « vous allez m'écouter », moins la personne va vous écouter. Donc, ce qui est important, à un moment donné, c'est de rappeler l'autre. Il y a des petites phrases, et puis, comme on disait, parfois ça marche pas, mais ça n'empêche pas de les tester, quoi. Donc, j'ai besoin de votre écoute. S'il vous plaît, asseyez-vous pour une personne qui part, qui se lève. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de vous. Généralement, ça marche. Après, si ça ne marche pas, on trouve d'autres pieds. Mais ce qui est important, c'est que si la personne se roule par terre, ça on a vu, elle se lève, elle se roule, c'est pas la peine de lui parler à l'oreille pour continuer votre discours. Ça ne fonctionnera pas, on le sait. Mais en même temps, on a tellement besoin de dire que parfois on oublie ça. Ou s'il vous plaît, madame, arrêtez là, il faut que vous m'écoutiez. Vous voyez, avec votre femme et gosse, hein, des fois ça marche pas, Donc il faut trouver d'autres biais.
Il faut reconnaître la souffrance de l'autre, ça généralement ça aide. C'est vrai, vous avez de quoi être en colère. C'est vrai, vous avez de quoi là être triste. Et pourtant, il faut que je continue ce que j'ai à vous dire. Anticiper la question de la souffrance, c'est une question primordiale chez les personnes. Elles peuvent entendre beaucoup de choses, mais si elles pensent que leurs proches souffrent, c'est fini. Elles ferment tout. Donc parfois, on peut aussi dire combien la personne est confortable et apaisée. Ce qui est sûr, c'est que si vous dites non, non, elle ne souffre pas, ben à partir du moment où vous mettez le mot, vous induisez le mot. Donc du coup, il vaut mieux trouver des mots positifs dans la manière de dire les choses. Proposez de voir le patient, le défunt, restez disponible et surtout écrivez. Écrivez ce que vous avez dit, tracez. Ce qui n'est pas tracé n'est pas fait. Donc du coup, on pourra toujours vous reprocher de ne pas avoir écrit. Donc ça, c'est important. Donc dire comment vous l'avez dit, comment ça s'est passé, quels ont été les types de réactions. Voilà, vous faites au médecin, quoi. Tac, tac, tac. À domicile, j'ai su qu'il y avait des urgentistes peut-être dans la salle. Et c'est vrai que c'est compliqué le domicile parce qu'on est chez les gens, on est dans l'intimité des gens. Donc il faut trouver un entre-deux pour faire alliance entre ce privé et ce public, parce que finalement vous êtes chez eux. Et les reproches souvent qu'on a en retour des familles, c'est de toute façon ils sont arrivés, j'ai pas eu mon mot à dire, on m'a mis dans la cuisine, moi je suis restée là à manger, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Et on se rend compte que c'est générateur de stress, d'angoisse, donc du coup tisser du lien c'est important. Donner des explications et surtout pour le soignant, on s'est rendu compte dans les études que ce qui était compliqué, c'est après, partir et laisser la personne dans sa souffrance, laisser la personne dans sa solitude. Et ça, c'était aussi à gérer au niveau des soignants. Donc beaucoup essayent de donner des numéros de téléphone, d'appeler un proche. Donc le maillage est différent finalement qu'à l'hôpital, à domicile. Les modes de défense et les émotions, il y a la peur, l'anxiété, la stupeur, c'est tout ce qui fige. C'est là vos mots, les mots mettent KO, mais vraiment KO, quoi. C'est comme si, et c'est ce qui est dur pour vous en tant que messager, quand vous dites les choses, c'est que vous savez que chaque mot va les mettre KO. Donc c'est vraiment ça. Peur, anxiété, stupeur, sidération, silence, état de choc sont vraiment les symptômes significatifs. Là, c'est important de reformuler et d'aller chercher l'autre dans ce qui a été dit et compris. L'agressivité, la colère, c'est l'inverse. Quand ça ne sidère pas, ça fait un trop plein d'énergie. La dénégation, le déni, la culpabilité, c'est trois modes de défense qui sont relativement présents. La dénégation, c'est non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Non mais docteur, c'est pas vrai ce que vous dites là, c'est un cauchemar, je vais me réveiller, c'est pas vrai. Ce qui veut dire que la personne a entendu ce que vous avez dit, a décodé ce que vous avez dit, mais ne veut pas l'entendre, le met à distance. Mais les deux principaux modes de compréhension sont là. Elle a entendu, elle a décodé. Donc il faut un petit peu de temps pour, à un moment donné, s'approprier les choses. Le déni, c'est autre chose. Le déni, c'est comme si vous leur parliez chinois et ils ne parlent pas. Ou vous parlez une langue étrangère, le déni. Donc vous voyez, c'est pas qu'ils décodent pas, c'est qu'ils comprennent pas. Et ils ne comprennent pas parce que les émotions, la stupeur et la sidération sont tellement présentes qu'elles coupent cognitivement toute compréhension. Donc ça, c'est un méchant mode de défense, celui-là. Parce qu'il nous prend du temps, parce que la personne ne veut pas l'entendre, et comme elle ne veut pas l'entendre, elle dit « oui d'accord ». Il est traître, celui-là, il n'est pas gentil, ce mode de défense. Et surtout, il est parfois invisible. Parce qu'on pense que la personne a compris, du coup on continue nos prises en charge et on se rend compte que non. Du coup il faut y revenir et du coup ça crée des quiproquos, du coup ça fait des défiances. Donc il faut vraiment vérifier que ce mode de défense-là
soit pas celui utilisé par la famille. Donc faites-les parler, vous vous en rendez compte. L'autre point, c'est que le déni prend du temps pour faire tomber le déni. Donc il faut avoir le temps pour reformuler. Et hier, on a vu une famille, l'épouse, on annonçait une mauvaise nouvelle pour son mari, une athée pour son époux. Et en fait, cette dame ne voulait pas. Elle disait non mais c'est bon, j'ai compris, elle ne nous disait pas il rentre quand, alors que nous on annonçait quand même une athée, mais tout juste. Ouais. Donc il a fallu reprendre. Un arrêt des thérapeutiques, pardon. Ah, comme je me l'appelle, moi aussi, mode de défense. Mode de défense. Hein? Donc, la culpabilité. La culpabilité, c'est un ressenti, la culpabilité, et c'est un ressenti piégeant parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de déculpabiliser quand il apparaît. Or, plus vous dites à une personne, c'est pas ta faute, plus vous renforcez le système. Plus ils s'entendent, c'est ta faute. Ça aussi, c'est les mystères de la communication et de l'inconscient. La culpabilité, elle est toujours présente parce qu'on s'aime les uns des autres. Enfin, plus ou moins. En tout cas, le psychopathe, il n'en a pas. Le pervers, il n'en a pas. Donc la culpabilité, c'est plutôt bon à avoir. La culpabilité, c'est la personne qui se réapproprie, je veux dire, une histoire. Donc présenter comme ça, faut la laisser tranquille. Il faut juste la questionner. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous seriez dans quelque chose dans cette histoire? Parce que souvent ils nous disent c'est ma faute, docteur. Je ne l'ai pas envoyé voir le médecin assez tôt. Et là on est piégé parce que plus vous avez dit non, c'est pas votre faute. Si, docteur, vous m'avez dit, s'il serait venu hier, vous l'auriez peut-être pu le sauver. C'est compliqué. C'est vraiment pas leur faute. Mais si c'est vraiment pas leur faute, il faut mieux questionner. Mais je vous ai expliqué là tout ce qui s'est passé. Et pourtant, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est vous la responsable? Qu'est-ce qui vous fait penser? Vaut mieux le questionner. Vaut mieux toujours questionner la culpabilité que dire non, c'est pas vous. L'entourage va essayer de déculpabiliser. Après, je veux dire, rien ne nous empêche de le dire si ça nous fait du bien aussi. Ce qui est sûr, c'est que si on bloque dessus et qu'une personne, je veux dire, souvent les personnes ruminent, ressassent et n'en décrochent pas, il vaut mieux questionner ça que déculpabiliser. Il y a les croyances et les mythes familiaux. Parfois, vous avez beau dire, beau faire, et il y a des règles familiales, des fonctionnements familiaux qui fait que la personne, avec tout ce qu'elle a traversé, elle va s'en sortir. De toute façon. C'est comme ça. Là, vous allez vous dire, là, l'obstacle, il va être un peu plus dur à traverser. Si, docteur, j'ai confiance. Ok. À traverser ma mère, je veux dire, donc là, ça va aller. Les mythes et les croyances familiaux, c'est compliqué à faire bouger parce que c'est vraiment ce qui nous donne les valeurs, c'est vraiment ce qui nous donne nos idéaux. Dans la manière de faire, ce qui pourrait être intéressant, c'est toutes les formules toutes faites que vous pourriez éviter. Le « je suis désolé », je suis désolé de vous annoncer que l'état de votre proche s'est fortement aggravé. Donc ces phrases toutes faites où vous mettez « je », il faut s'en méfier parce que vous vous appropriez le sujet alors que l'autre, c'est l'autre l'élément principal, c'est l'autre le patient. Donc, le « je suis désolé » dans notre vocabulaire, dans notre mode de communication, entraîne comme une responsabilité de votre part. Donc, méfiez-vous-en. Et méfiez-vous-en aussi du comportement non-verbal quand vous rentrez dans une pièce où vous avez une tête de 10 pieds de long, où vous avez vraiment la tête de l'emploi, quoi, finalement, et puis vous avez la personne qui dit « Non, docteur, ne dis rien, j'ai compris. J'ai compris, rien qu'en vous regardant, je sais. Ne dites pas. » Et puis il y en a qui s'accrochent, qui ne veulent pas que vous le disiez, hein. Donc du coup, faites attention à ce comportement non-verbal. Donc je suis désolée, c'est des formules qu'il vaut mieux éviter parce qu'on va vous renvoyer au moins une fois, de quoi? De quoi? Vous n'avez pas bien fait votre travail? De quoi vous êtes désolé? Donc,
mieux éviter les formules où vous pourriez vous piéger. Alors, il est parti, il nous a quittés, c'est fini, c'est des belles métaphores, mais qui contribuent au fait de ne pas entendre, au fait de ne pas vouloir entendre. Il n'y a pas de synonyme, il est mort, il est décédé. Ça, il faut le dire. Il faut le dire, le ça y est, c'est fini, ou ça y est, il est monté au ciel. Et on va le voir avec les enfants, non, il est mort. Je sais ce que vous ressentez. Des petites phrases, ça pourrait être c'est éprouvant, c'est difficile tout ce qu'on vous annonce, mais je sais ce que vous ressentez. Non, vous ne savez pas. Je me mets à votre place, ça ne doit pas être facile pour vous. Ça, c'est des phrases aussi qu'il vaut mieux éviter parce que leur place, on n'en veut vraiment pas, honnêtement. On préfère gagner au loto. C'est difficile pour vous, tout ce qu'on vient de dire. Reconnaissez la souffrance de l'autre. Je vous comprends. Là aussi, vous allez vous en un retour avec non, ça m'étonnerait. Non, non, non. Donc, puis si vous me compreniez, vous agiriez pour ne plus me faire souffrir. Boum. Et là, ça vous piège. Donc, j'entends votre détresse, j'entends votre désarroi, j'entends votre tristesse. Ce sont des petits mots, des petites pistes. Et surtout, ne pas présenter de condoléances parce que les condoléances appartiennent au monde social. Et elles viennent bien plus tard, et nous, on est dans le monde soignant. Les enfants, parlez aux enfants, toujours parler aux enfants. On a vraiment un rôle de tiers à ce niveau-là, parce que les adultes ont très très peur. Plus ils sont petits, plus il faut expliquer, plus il faut parler de la mort, et plus il faut montrer. Pendant très longtemps, les enfants ont été exclus des services sous prétexte qu'ils sont petits. En fait, les enfants ont des droits tout autant que les adultes et ils ont le droit de savoir. Et en plus, ça crée des soucis dans le développement, donc il vaut mieux dire les choses. Et c'est l'adulte qui a peur de dire, c'est pour ça. Et là, par contre, à l'enfant, alors on y revient. Alors autant aux adultes, il ne faut pas trop questionner leurs fautes, leurs responsabilités, leur culpabilité. Autant l'enfant, il ramène tout à lui parce que c'est son mode de fonctionnement, c'est comme ça qu'il se développe. L'enfant, c'est très égocentrique pour s'ouvrir sur le monde et l'enfant pense toujours que c'est sa faute. Donc l'enfant, par contre, il faut vraiment lui rappeler qu'il n'y est pour rien dans cette histoire et que ce n'est pas sa faute. Là, vous y allez. Et voilà, merci. Il y a très rapidement des questions en passant le micro parce que ça l'entend. Est-ce que quelqu'un a des questions? Merci beaucoup, j'attends toujours ce topo, je leur écoute et je progresse à chaque fois. Comment on fait au téléphone quand on sait qu'on a le patient qui est décédé et qu'on doit appeler une famille au téléphone, qu'on ne connaît pas, on n'a personne d'autre? Comment on s'en sort de ça? Je dirais de rendre un contenant sécure, quoi. Vous êtes où? Est-ce que vous êtes accompagné? En fait, il faut être hyper curieux. Écoutez, là c'est l'hôpital qui vous appelle. Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes en voiture? Posez des questions pour savoir là où en est l'autre. Après, effectivement, dans ta question, il y a si on ne l'a jamais rencontré avant. Donc du coup, il faut reprendre le déroulement en disant soit on les fait venir, soit on ne peut pas. Et là, à un moment donné, il faut reprendre dans la bienveillance, on va dire, parce que je vais, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. Est-ce que vous pouvez prendre un endroit un peu calme ou autre? Ou j'ai besoin de vous parler, est-ce que vous êtes accompagné? Et dire les choses. Parce que là, de toute façon, ça, le ton, les mots font monter le stress. Donc il vaut mieux pas traîner. Est-ce qu'il vaut mieux mentir sur le fait que le patient est décédé et les faire venir, s'ils ne sont pas à 6 heures de route? Ou est-ce qu'il vaut mieux l'annoncer au téléphone? Après, ça dépend des contextes. Je veux dire, si les personnes ne sont pas très loin, moi je préfère toujours leur dire en face à face et les faire venir en disant voilà, c'est tellement violent, c'est tellement difficile que je préférerais vous le dire de face à face, quoi. Et puis vous pouvez rester auprès de votre proche. On a vu dans les études ce qui était compliqué, c'est les gens qu'on faisait venir et puis que le patient, enfin le défunt était déjà parti à la chambre mortuaire, quoi.
Ça n'a pas de sens, finalement, parce qu'on les fait venir et ils peuvent voir personne. Ce qui est important quand on les fait venir, c'est de dire en face, d'une manière la plus bienveillante possible, et qu'ils voient. Donc c'est les 2 points qui sont importants. Donc, il vaut mieux faire venir, et si on a une suite, si les personnes ne peuvent pas voir leurs proches parce qu'il va partir entre deux, autant verrouiller au niveau téléphonique, je dirais. Sauf s'il dit, bah voilà, est-ce que vous voulez venir? Il faut toujours proposer en soi. On propose, il dispose. Moi j'ai une petite question, sachant qu'on est toujours un peu désarçonné quand il y a des enfants, parce que effectivement on transpose tous un peu. Est-ce que tu as tendance à proposer à la famille de les orienter vers un service d'accueil pour après, en cas de besoin, de les orienter? Est-ce que tu présentes ça tout de suite à la famille en disant voilà, s'il y a un souci, n'hésitez pas, ou alors le faire en systématique? Parce que souvent les adultes ont besoin de conseils en disant qu'ils ne savent pas comment gérer leurs enfants sur cette situation. Est-ce que tu les orientes tout de suite vers une psychologue ou vers un service d'accueil? En fait, moi je préfère travailler avec l'environnement proche. Un enfant qui réagit, c'est normal, comme un adulte. Sauf que comme c'est un enfant, on a peur, parce que c'est son enfant et on veut pas le voir avoir mal. Ouais. Mais nous, qu'on ne dorme pas pendant plusieurs nuits parce qu'on a des soucis, c'est adapté. Un enfant qui fait des cauchemars, qui ne dort pas, c'est adapté. Par contre, sécuriser en disant, peut-être qu'il va falloir lui dire que pendant 1 ou 2 nuits, on va rester avec lui, on va mettre une veilleuse, il va peut-être mal dormir. Ça, c'est normal, on ne va pas tout de suite voir le psy. Par contre, on peut conseiller de faire un biais avec le pédiatre ou le médecin traitant, qui lui, à distance, peut voir comment il va. Mais, enfin, je veux dire, mettre du psy systématiquement, je veux dire, il faut que les émotions se passent. Il faut qu'on est aussi dans une société où on n'a pas le droit d'aller mal, on n'a pas le droit de vivre des deuils, on n'a pas le droit d'être triste parce que ça fait peur à l'autre. Ça fait peur à celui qui nous entoure. Or, d'être triste, ben, c'est normal. Je veux dire quand notre proche décède, on a mal. Et en fait, il faudrait vite aller bien. Et pourtant, il faut que les émotions se passent. Donc, moi, je dirais que toute prise en charge de spécialiste, c'est au bout de 3 semaines, 1 mois, quand les symptômes s'enquistent. Sinon, c'est adapté. Tout comme il faut leur conseiller d'aller au rite funéraire. Aussi. Parce qu'on a tendance à pas emmener les enfants au rite funéraire. Donc, il faut vraiment les inciter. Aussi. Fassent des dessins. C'est quelque chose qu'on a déjà rencontré, qu'on a déjà travaillé, mais qu'est-ce que tu conseilles quand la famille essaie, sans le vouloir, de nous piéger en nous emmenant à leur place, en disant mais c'était votre mère, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez, docteur? Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire dans ces cas-là? D'accord. Donc, en fait, c'est vrai que suite à la question, si c'était votre mère, qu'est-ce que vous feriez, c'est votre père? Moi, c'est assez simple. Hein. Si c'était ma mère, je serais là avec vous en train de pleurer. Et ce qui fait que je peux être là, enfin, à côté de vous, en train de vous dire tout ça qui fait mal, c'est que c'est pas mon proche. Et hop, je renvoie. Hein. Je veux dire, faut pas tomber dans le piège à dire mais si c'était ma mère, je ferais tout pareil. D'abord, c'est pas sûr, on n'en sait rien. Et puis, c'est aussi nous piéger nous. Donc il vaut mieux renvoyer, si c'était ma mère, je serais en train de pleurer comme vous et je serais profondément triste et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, toi, position basse, mais tombez pas dans le piège. C'est comme quand on nous dit, de toute façon, si c'est une question d'argent, on l'a eu des fois, de toute façon, c'est ça, c'est une question d'argent, c'est parce que Schumacher, lui, il a eu plein de soins, on l'a encore ça, ce Schumacher. Puis, chaque situation est différente. Dans la période de Johnny Hallyday, on a eu... alors, si c'était Johnny Hallyday, hein? Ouais. Non. Et pourtant, il ne faut pas tomber dans le piège si on dit, non, c'est pas Johnny Hallyday. Si c'était Johnny Hallyday, peut-être que le contexte serait différent, peut-être qu'on dirait autre chose. Vaut mieux recadrer. Il ne faut pas tomber dans le piège, je ferais tout pareil. De toute façon, ça marche pas.